Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous dans un concept qui est totalement explosé. Délivrez-vous qui est, on va lâcher la formule, en cavale sur un lieu patrimonial de forte importance pour la nation. Nous sommes à Fort-Jacques. C'est un lieu qui marque un moment important de notre histoire de peuple. C'est un lieu qui marque l'attachement d'Haïti à sa souveraineté. Nous avons l'honneur, le privilège de recevoir sur ce site, et toute l'équipe de la télé est mobilisée et enthousiaste, nous recevons le député Jerry Tardieu. Monsieur a produit un livre. C'est dans ses habitudes d'enfer. C'est le tout dernier en date qui a pour titre « Dans l'enfer du Parlement, 4 années de combat et des idées pour demain ». Ça va être au menu de l'émission du jour. Nous sommes dans l'ambiance frelatée de Fort-Jacques. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Monsieur Tardieu est principalement et officiellement homme d'affaires. Mais dans son parcours personnel, son parcours de vie privée, il est footballeur également. C'est René qui me disait hors caméra, j'ai connu Jerry Tardieu, footballeur, et qu'est-ce qu'il était bon sur le terrain. Je dois appeler le footballeur, le député, l'homme d'affaires. Bienvenue à Délivrez-vous pour cette deuxième fois. Merci beaucoup, je te retourne le compliment. Bienvenue aussi parce qu'on est aujourd'hui dans ma commune à Pétionville, dont j'ai été le député pendant 4 ans. C'est un plaisir d'être ton invité, naturellement. Et je m'attends à ce que sur les hauteurs de Fort-Jacques, nous puissions avoir une excellente émission. Pour le bonheur. Absolument. C'est Gadon Bonheur qui est la formule. Nous sommes donc à Fort-Jacques. J'imagine que c'est un lieu que tu connais très bien. C'est un lieu qui est dans ton histoire personnelle. J'imagine qu'enfant, tu venais ici. Quelle est ta mémoire affective, personnelle de Fort-Jacques? Alors la première, effectivement, elle n'est pas très loin de l'espace où je passais mes vacances quand j'étais très jeune. Et nos parents avaient pris pour habitude de nous amener à Kinskov dans une maison familiale de vacances où nous passions, mon frère Patrick, ma soeur Régine et moi, puisque à l'époque, mon petit frère le dernier n'était pas encore né, où nous passions nos vacances d'été. Celui qui est 10 années n'était pas encore né. C'est ça, Fabrice Tardieu. Et tu portes ses baskets. Je porte ses baskets. J'en ai beaucoup parce que je ne les paye pas. Donc en fait, je venais souvent à Fort-Jacques et puis bon, naturellement, comme beaucoup d'Haïtiens vivant à Port-au-Prince, à chaque fois qu'il y a une escapade à faire en montagne, à chaque fois qu'il faut montrer un espace historique rempli de charges émotionnelles, culturelles et patrimoniales, lorsqu'on reçoit un invité de l'étranger, je l'amène toujours à Fort-Jacques. C'est ainsi que j'ai accumulé pas mal d'amitié dans la zone. Et je dois dire que c'est une zone aussi qui, lorsque j'étais candidat à la députation, m'a soutenu, m'a porté à bout le bras. J'ai une pensée spéciale pour Fritz Béat Silencieux, qui a été le responsable de ma campagne et qui nous a aidé à vendre un rêve, ce qui nous a propulsé aussi au Parlement. Donc effectivement, pour moi, c'est un espace important qui a marqué ma vie et qui continue à la marquer.
Absolument. C'est un espace qu'il faut aussi continuer à conserver, continuer à protéger. C'est un espace qui est riche d'une forte histoire pour la nation. On va maintenant en venir à l'enfer du Parlement. Ce n'est pas ton premier livre, Jerry Tardieu. Tu aurais pu faire comme beaucoup de politiciens, tu aurais pu faire un matraquage médiatique, tu aurais pu rencontrer les gens, tu aurais pu faire un lobbying. Pourquoi tu as écrit un livre? Pourquoi c'est important pour toi d'en faire? Mais comme disait Dominique de Villepin, écrire, c'est assumer ses actes. Mhm. Écrire, c'est aussi se préparer à en assumer d'autres. Je pense que c'est important lorsqu'on sert l'État, quand on sert la société, à un niveau ou à un autre, au sein du pouvoir judiciaire, au sein de l'exécutif, au sein du législatif, de partager le fruit de ces expériences. C'est de ce partage que les jeunes peuvent apprendre. C'est de ce partage que nous pouvons aussi créer la voie, tracer le chemin à d'autres qui veulent marcher sur nos pas. Je pense qu'en Haïti, il n'y a pas assez de jeunes qui ont fait le chemin du service public. Et je pense que témoigner comme je l'ai fait, c'est montrer qu'on peut servir l'État avec dignité, verticalité, patriotisme, ferveur, selon des principes et des valeurs. Donc c'est le sens de mon livre. C'est un livre témoignage, c'est un livre bilan de mon combat au Parlement et de tout ce que j'ai fait pour essayer de défendre la cause d'Haïti. Ouais, c'est un livre aussi qui place les projets de loi que tu as déposés au Parlement et qui place aussi ta vision globale sur l'administration des choses de l'État. Maintenant, absolument, le titre est assez avenant, dans l'enfer du Parlement. Ça me fait penser au poète italien Dante, l'enfer du Parlement. Quels sont les éléments qui font que le Parlement que nous avons maintenant est pour Jerry Tardieu l'équivalent d'un enfer? Alors, ce n'est pas tant le Parlement qui a été un enfer pour moi que la 50e législature. Le Parlement en tant que tel est la nuance est importante. Absolument. Parce que pour moi, le Parlement est important et je n'arrêterai jamais de me battre pour que d'autres jeunes fassent une expérience au Parlement. Ça a été pour moi une école de la vie et une école de la vie politique. Moi qui pensais tant savoir sur la politique en Haïti, j'ai vite réalisé que je ne connaissais pas grand-chose. Malgré ta scolarité à Harvard, lié aux sciences politiques. J'ai une maîtrise en administration publique de Harvard avec une spécialisation en macroéconomie et tout le reste, mais tout ça, ce n'est rien devant ce que j'ai pu apprendre à l'école du Parlement. Donc, ce qui se passe sur le terrain est totalement différent de ce que tu as appris à l'école. Absolument, absolument. Et en fait, je tenais à préciser qu'en fait, j'ai mené des combats pour lesquels que je n'ai pas pu aboutir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu des propositions de loi importantes pour le pays, sur la police nationale, sur la nationalité haïtienne, sur le crédit bail. Sur les Haïtiens vivant à l'étranger, comment reconnaître les droits de ses compatriotes. Une bataille pour les Haïtiens vivant à l'étranger, pour la diaspora haïtienne, pour la double nationalité, pour le droit de vote à l'étranger, pour qu'ils aient leurs propres représentants au Parlement et pour qu'ils puissent voter aux élections. Ceci est extrêmement important et tout autant d'Angelo Nea, que nous n'avons pas une politique d'intégration effective de notre diaspora, le terme diaspora restera un mot vain, puisqu'au fond, tous nos politiciens parlent de leur grand amour pour la diaspora. Cependant, quand il s'agit de passer de la parole aux actes, c'est-à-dire que dans la loi et dans la Constitution, leur donner les droits effectivement auxquels ils ou elles ont droit, tout le monde fait bac. Moi, j'ai voulu mener ce combat. J'ai mené un combat pour la réforme constitutionnelle et tous ces combats... Il y a tout un chapitre, en effet, qui est consacré absolument à cette réforme constitutionnelle. Et là encore, malheureusement, il me semble qu'au Parlement, dans cet enfer, des forces contraires t'ont, lâchons le mot, boycotté. En fait, ce qu'il y a, c'est que le Parlement, c'est la dictature du nombre. Donc, dès lors qu'on fait partie d'une minorité, c'est très difficile de faire passer ces propositions de loi. C'est plus facile dans des pays qui ont une mentalité différente. En Haïti, malheureusement, accepter de voter les propositions de loi de députés, c'est perçu comme offrir à ce député un capital politique dont il pourrait se prévaloir dans le futur s'il a des ambitions électorales. Ça ne devrait pas être comme ça, D'Angelo. Donc on préfère bloquer un projet de loi important pour la nation, soi-disant parce que tel député aura une visibilité politique après. C'est ce que la nation va souffrir. C'est ce que j'ai vécu. Moi, souvent, en essayant de rallier quelques collègues à ma cause, lorsque je présentais mes propositions de loi, eh bien, ils me disaient tout carrément et directement, député Mbakabo passé. Carrément. Mbakabo passé. Ce n'est pas l'importance de la loi, ce n'est pas la teneur de la loi, ce n'est pas les avantages de cette loi pour Haïti, mais
tout simplement une posture politicienne. J'en parle dans mon livre. Cependant, il faut que je sois très clair, D'Angelo Nea. Ce n'est pas tout député qui n'a logique ça. J'ai rencontré sur mon chemin aussi beaucoup de parlementaires. Tu as cité des noms, en effet. Ah, bien absolument. Qui Moi, je leur rends hommage, etc. Toi, D'ailleurs, ce n'est pas un livre d'attaque. Je ne fais pas de particularité partisane. Je ne fais pas d'attaque ciblée. Je parle d'expériences vécues. J'essaie d'être aussi sincère que possible. L'idée étant pour moi de partager ce qu'a été mon expérience au Parlement. Ouais. Dans l'affaire du Parlement, le Parlement existant dans un État, tu es ancien député de Pétionville, donc ancien homme d'État, on va dire. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission qui ne savent pas vraiment ce qu'est un État. Comment toi, Djerital Dieu, tu peux définir la notion d'État pour une jeune fille de 19 ans qui tombe comme par hasard sur Djerital Dieu et D'Angelo à Fort-Jacques? La définition exacte du terme État est déjà un exercice difficile, même pour des grands intellectuels. Ouais, et même pour les spécialistes du droit, en effet. Donc, c'est te dire. En fait, je pourrais te dire ce que moi, j'estime être ma conception de l'État. Absolument. L'État est en nous. Pour moi, l'État doit être serviteur, protecteur et régulateur. Régulateur parce que c'est l'État qui doit établir les règles du jeu pour savoir ce qui est moral, ce qui est pénal, ce qui n'est pas pénal, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il doit être arbitre dans le sens qu'il va établir les règles du jeu pour permettre à l'investissement privé, à l'investisseur privé d'investir. Mais il doit surtout être protecteur et fort. Un État se doit de protéger les plus faibles, les plus pauvres, les abandonnés, les handicapés, ça qui bas, ça qui mal dans la société. Je suis de ceux qui estiment qu'un État protecteur se doit d'assurer l'éducation pour tous ses enfants et la santé pour tous ses enfants. Je pense que ce sont deux valeurs cardinales d'un État républicain pour lesquelles nous devons continuer à nous battre. Mais c'est ma vision d'un État moderne au XXIe siècle. Et dans ta famille, il y a beaucoup d'hommes qui ont servi la République. À partir de ton arrière-grand-père qui était ministre de la Guerre, tu as une belle histoire politique. Tu racontes dans ton livre que petit, dans ton salon, on parlait politique lors des dîners. Il y a des hommes politiques qui débarquaient chez toi, qui étaient les amis de ta famille. Tu racontes aussi que tu as été exposé à des personnalités qui t'ont proposé des postes ministériels. À plusieurs reprises, tu le dis dans le livre, tu as refusé d'être ministre. Mais tu t'es porté candidat pour être député. Pourquoi refuser d'être ministre et vouloir être député à la place? Très belle question. J'ai toujours su que je rentrerais en politique dans ma trajectoire de vie. Je m'étais d'ailleurs dit que j'aurais un livre de vie divisé en deux chapitres. Un dans le public et un dans le privé. Celui dans le privé, je l'ai fermé avec le projet de l'hôtel Oasis. Et celui dans le public, je l'ai entamé avec mon passage au Parlement. Je voulais entrer en politique muni de mandats populaires. Les élections, c'est la rencontre d'un homme et d'une population, ou d'une femme et d'une population. Elle charrie des émotions intenses. Et elle vous donne un mandat qui va au-delà d'une fonction nominative. On peut être ministre, on peut être ambassadeur, on peut être secrétaire d'État. Mais quand on est un élu du peuple, on se sent investi de manière particulière. Et ce contact avec la population était pour moi important. Parce que je suis un homme qui aime la vie et les gens. J'aime partager ma vision avec d'autres. Et j'aime porter une vision qui n'est pas nécessairement la mienne. C'est pour cela qu'à Pétionville, nous avons gagné haut la main avec un score historique. Le plus grand, le plus important des élections législatives. Mais tu racontes dans le livre que tu as eu quand même des soucis. Tu as dû aller au tribunal pour revendiquer des voix. Il y avait des problèmes. Il me semble qu'on voulait déjà... Il y avait un candidat de famille Lavalas qui était en face de toi. C'est ça. Donc, j'ai bien expliqué à travers mon épreuve au bureau de contentieux électoral départemental les travers et les vices du système. C'est aussi pour moi une façon d'expliquer qu'il y a des problèmes dans le processus électoral, qu'il y a des problèmes dans la formule actuelle telle qu'elle est au niveau du Conseil électoral. Parce que le Conseil électoral ne peut pas être jugé parti. Elle organise des élections. Elle est aussi une juridiction qui va juger. Donc, quand il y a un candidat qui se sent lésé et qui demande justice... Il devait y avoir une instance... une cour électorale... libre. Une autre instance. Est-ce que c'est la cour de cassation? Est-ce que c'est un tribunal électoral spécial? On ne sait pas. Ce qu'on sait,
c'est qu'il faudra tôt ou tard qu'on puisse corriger cette anomalie. Et j'ai dit posé pour la réforme constitutionnelle. Absolument. Et j'ai vécu ce problème dans ma chair parce que voilà que victime du CEP, puisque j'estime avoir gagné dès le premier tour, c'est ce même CEP qui va juger de la véracité ou de l'opportunité de ma demande et de ma plainte. Donc son problème que lié, il faut corriger bagage. Penser à résoudre ce problème. Absolument. Et je vous rappelle que vous êtes sur la télévision Caraïbe, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre pour le livre par le livre. Je reçois Jerry Tardieu. Nous sommes dans l'enfer du Parlement. On va respirer. Allez-y. Des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Un discours tourné vers la jeunesse. Convaincre cette jeunesse n'a pas été facile. En Haïti, les jeunes ont perdu leurs illusions dans les sillons stériles d'amères déceptions. Ils restent souvent en retrait de la politique, même quand ils ne s'en désintéressent pas totalement. Selon moi, cette posture de recul est simplement due au fait que nos jeunes ne se retrouvent pas dans les partis politiques traditionnels. Voici qu'il faut que la jeunesse renouvelle le personnel politique. Nous avons des jeunes en Haïti qui sont de plus en plus apolitisés. Je pense que l'héritage du valliériste est derrière. Tu ne vas jamais en politique. Politique, c'est bagaille criminel, il y a tiré sous vous, parlant bagaille constant, etc. Vagabond. Vagabond. Mais il y a un fait, Jerry Tardieu, et c'est bien de le soulever. 90% des jeunes qui regardent cette émission, qui ont une bonne formation académique, refusent de se lancer en politique. Comment peut-on politiser la jeunesse haïtienne pour la porter aux affaires? Ça, c'est une question capitale, essentielle et fondamentale, même pour l'avenir de ce pays. Parce que chez nos jeunes, la succession d'épreuves et de problèmes a tué l'espoir. Aujourd'hui, force est de constater, et ça, ce n'est pas une critique directe ou méchante, que la jeunesse ne se retrouve pas dans l'offre politique actuelle. Ouais. Que ce soit celle qui est symbolisée par le pouvoir et l'exécutif, que ce soit celle qui est symbolisée par l'opposition. Et on va dire, même au niveau des partis politiques traditionnels, il y a une incapacité pour eux de faire vibrer de faire vibrer la fibre patriotique, de faire renaître l'espoir, de créer un sursaut national, de mobiliser la jeunesse derrière un agenda moderne, nouveau, dynamique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent ce recul de la jeunesse. La déception. Je pense qu'il y a aussi, comme tu viens de le dire, le fait que les anciennes générations ont appris aux nouvelles que faire de la politique était sale. Il y a aussi le système qui veut que lorsqu'on rentre en politique, on a ses biens grévés d'hypothèques et après qu'on soit ministre, on n'a jamais l'opportunité de retrouver sa vie de citoyen puisque pendant des fois, souvent 20 ans, le Parlement préposé à cet effet ne se prononce jamais sur les demandes de décharge fiscale. Tu as signalé dans ce livre le cas de Marc Bazin qui malheureusement est mort Serge, sans avoir eu... Henri Bazin, qui est mort sans avoir eu sa décharge. Je pense que c'était important de le faire parce que c'était le grand argentier de la nation Ouais. et c'est un homme qui est nationalement et universellement reconnu pour sa verticalité et son intégrité. C'est un ministre qui le vendredi remettait sa voiture de fonction et prenait sa vieille Bobota pour aller au market. Il passait 1 heure de temps plus que le commun des mortels parce qu'il devait acheter les provisions qui étaient les moins chères. Donc en fait, c'était un homme très humble et très respecté. Voilà que cet homme-là, qui a décidé de servir son pays, son État, il est mort. Sa famille aujourd'hui n'est même pas en mesure d'avoir la décharge fiscale, même quand il est parti pour le delà.
Donc, ce n'est pas des bails qui possible. Ouais. Je pense qu'il faut... Et tout ça, ça bloque les jeunes, quoi. Ça Ah, effraie mais les tout jeunes ça fait partie Mhm. d'une ambiance qui empêche la jeunesse de d'entrer en s'impliquer. politique. Mais je crois, D'Angelo, que l'histoire n'est pas statique. Mhm. L'histoire n'est pas statique en ce sens qu'il y a des éléments, il y a des circonstances qui seront favorables à un réveil de la jeunesse. Mais pour que ces circonstances aient lieu, il faut qu'il y ait des aînés qui ont conscience aussi qu'il faut mener des combats pour les intéresser. Moi, je peux te dire très franchement que la jeunesse m'intéresse en ce sens qu'elle a toujours été réceptive à mes idées. Quand j'ai sorti ce livre, à voir l'affluence qu'il y avait lors de la vente signature. Tu m'excuseras encore une fois d'avoir raté ça. Tu me l'as Oui, reproché, mais je t'inquiète pas. t'ai Là- invité, là, tu je n'es pas rattrape venu. le coup. Mais si tu étais venu, D'Angelo, Mais j'ai vu les photos, il y avait du monde. il y avait beaucoup de jeunes. Et en majorité des jeunes. Oui. Et ce qui m'a frappé, des jeunes venant de partout, même des provinces. Des jeunes qui passaient 5 heures de temps en ligne des fois. Parce Ouais. que j'ai commencé à signer, il était 12h30, il était 10h30, on a dû arrêter la vente signature simplement parce qu'il pleuvait. Pourquoi? Parce que la jeunesse affluait. Mais si elle vient, elle est intéressée par les choses de l'esprit. Elle est aussi intéressée par la question politique, parce que je traite quand même de mon passage Oui. au Parlement. C'est Et un ouvrage très politique. c'est un ouvrage très politique. Donc ça me dit qu'au-delà de tout, ça me dit qu'il y a quand même cet intérêt, même quand il est sous-jacent, Ouais. même quand il est indicible, même quand il est caché. Il y a quand même une partie de la jeunesse qui a toujours cette conscience politique. Absolument. Et celles et ceux qui étaient là, j'ai vu dans les reportages télévisés, ils étaient très critiques par rapport au système, et même au système politique. Cependant, ils étaient présents pour acheter le livre d'un député qui témoignait de son passage. Donc je crois qu'il n'est que d'attendre. Il y a des carrefours historiques, par exemple probablement les prochaines élections, probablement peut-être un prochain référendum sur la Constitution. Il y a des carrefours historiques où la jeunesse aura l'opportunité de se réveiller. Ils seront nombreux, on a un carrefour stratégique de la vie nationale. Mais pour mener ta campagne électorale, tu as eu un parti pris, Jerry Tardieu. Tu as mis le focus sur les sections communales. Oui. Et plus d'un aurait pensé que tu es à la base quelqu'un de la ville, Oui. tu as toujours eu des pratiques urbaines, et voici que tu orientes tes perspectives vers les sections communales qui ne sont pas forcément de grandes communautés de votants. Absolument. Donc pourquoi aller vers les sections communales et ne pas concentrer à l'époque toute ton énergie sur le centre-ville de Pétionville? Elles ne sont pas des grandes communautés de votants, mais c'est un électorat loyal et fidèle. Dans les sections communales de Pétionville, elles sont plus nombreuses qu'on ne peut se l'imaginer, Ouais. parce que Pétionville ne se résume pas au petit carré où il y a les hôtels, les grands restaurants et Ouais. les rues bétonnées. Pétionville, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est Fort-Jacques, c'est 3e étang du Jon, c'est 1er Montagne Noire. Donc ce sont des sections communales où vit une population paysanne, mais une population paysanne, l'ol bo moule, la marche avant. Moi, je ne fais pas de la politique dans une logique de financer celles et ceux. Non, pas gain à faire mille gouttes dans les sections communales. Le C'est jour où vraiment nous avons une politique, sincérité politique. qui est sincérité là-dedans. politique. C'est-à-dire que si la personne se retrouve dans votre agenda, dans votre vision, dans vos idées, dans vos combats, elle ou il va nous rejoindre dans ce combat. Maintenant, je pense, et qu'il est important aussi de faire revivre cet aspect de la politique. La politique ne peut plus être essentiellement animée par une question d'intérêt économique et financier. Il faut que les candidats à tous les postes, CASEC, AZEC, président, sénateur, député, recommencent à vendre des rêves, des idées, des visions, des projets, des propositions de loi, des politiques publiques. C'est comme ça qu'une démocratie avance. Et là, je pense que nous entrons dans une logique, malheureusement, côté c'est l'argent qui fait élection. Et pour que cette logique puisse être renversée à l'avenir, il faut que la jeunesse puisse prendre en main les choses. Et je m'explique. 70% de la population est âgée de moins de 30 ans. Donc nous parlons d'un pays qui est aux mains de la jeunesse. Donc si ce pays doit prendre la bonne direction, ce sera très certainement en raison du fait que sa jeunesse aura pris conscience. Alors oui, les sections communales, je les ai priorisées. Et l'électorat urbain était important pour moi, mais je dois dire, et j'avoue, que j'ai passé beaucoup plus de temps ici à Fermat avec Fritzbert Silencieux, notre ami que je salue, et tous les autres leaders de la zone que je n'ai passé dans les quartiers ceinturant le centre-ville de Pétionville. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas autant d'appréciation pour tous les habitants. Tout le monde a mieux connaît que député et député. Tu fais montre d'un certain franc-parler dans ce livre. Déjà dans le titre, dans l'enfer du Parlement, à un moment tu définis
de la manière la plus correcte, conceptuellement, ce qu'est un parlementaire. Son premier travail, c'est de faire des propositions de loi. Le parlementaire n'est pas un maire, ce n'est pas un agent de développement. Mais il me semble que le parlementaire haïtien est dans un étau. Il doit être parlementaire, mais aussi être sur le terrain pour donner des kits, ou donner des tôles. Est-ce que le métier de parlementaire n'est pas banalisé, vassalisé en Haïti, dans le sens où on exige tout du député, tout du sénateur, des choses qui ne relèvent pas, en principe, de sa fonction? Absolument. C'est un travers de la démocratie que nous avons construite. Parce que nous avons construit une démocratie dans un milieu qui, de chaque année, était de plus en plus délétère et misérable. Donc, dès lors qu'il y a une pauvreté tellement extrême, dans des zones où l'État n'existe pas, toutes les personnalités qui font figure de représentativité de l'État, on ne fait pas de distinction entre le maire, le député, le sénateur, le ministre, le directeur général. C'est l'État qui est là. Oui. Et l'État me doit. Oui. L'État me doit la santé, la propreté, l'État me doit d'asphalter les routes, me doit de mettre de l'électricité. Donc en fait, c'est ce que nous payons. C'est-à-dire, c'est cette dichotomie entre une démocratie que nous voudrions être représentative, avec des députés qui sont campés dans leurs fonctions et des magistrats dans les leurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai toujours voulu être sincère en politique. Mon aîné ami et mentor, Leslie Maniga, disait il faut sincériser. Oui, il allait dire ça. Il faut sincériser la politique. Eh bien, moi, j'ai appris du professeur Maniga qu'il faut sincériser. Pas très loin d'ici, dans les sous-bois de Fort-Jacques, nous avons eu, lors de ma campagne, des meetings électoraux. Et quand on me demandait ce que j'avais comme plan pour asphalter les rues, pour électrifier les quartiers, pour mettre des citernes communautaires, j'expliquais très clairement que ce n'était pas de ma responsabilité, mais que j'allais me battre pour que le gouvernement fasse. Absolument. Alors, c'est ça le travail réel du parlementaire. Remplir son rôle. Par exemple, j'ai été très content de m'être battu pour que le gouvernement puisse finalement, après ma 4e année de combat au Parlement, mettre un argent, un budget important pour la réhabilitation. Pas pour la commune, pour la réhabilitation de la route de Pernier, qui était une exigence de la population. Député Napvoto, al bataille pour nous, pour mettre comme dans le budget pour refaire la route là. Mais tu dis dans ce livre qu'on a retiré une partie de l'argent. Bon, ce qui s'est passé, c'est que c'était un combat que j'avais gagné. Et puis, malheureusement, on a amputé le budget initialement alloué parce qu'il y avait le cyclone Matthews, qui a un groupe de députés du Sud, qui a demandé qu'on puisse réaffecter vers le sud l'argent qui était affecté à la route de Pernier. Donc, ce qui fait qu'ils ont retiré une portion de l'argent qu'ils ont réalloué dans le sud, mais la grande majeure partie du budget alloué à la route de Pernier a été mise dans le budget et c'est ça qui fait que je dis, Moun Pernier est capable de râler en souffle puisqu'ils ont commencé à travailler sur la réfection, réhabilitation et construction de la route de Pernier. Voilà. Il y a par exemple Dominicain qui travaille à la Télé Caraïbe, qui porte cette émission à bout de bras. Comment tu peux expliquer à Dominicain, de la manière la plus pédagogique qui soit, ce que ça veut dire une proposition de loi? Qu'est-ce que c'est? Absolument, avec plaisir. Alors, il faut distinguer, il y a entre proposition de loi et projet de loi. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons une démocratie qui est basée sur un régime politique avec 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, à travers son président, a le droit de faire des projets de loi, d'introduire des projets de loi. Donc, c'est des lois qui vont définir le cadre réglementaire de la conduite des affaires. Par exemple, ici où nous sommes, il y a un projet de loi déposé par le président Préval en 1995 qui a délimité un espace pour faire de cet espace un parc national historique. Donc, c'était un projet de loi qui venait du gouvernement. Mais le législatif, à travers ces 2 branches, le Sénat et la Chambre des députés, peut elle-même faire des propositions de loi. Ça peut être un député, un sénateur, un groupe de députés ou un groupe de sénateurs qui peuvent eux-mêmes aussi légiférer, donc faire des propositions de loi. Donc une proposition de loi, c'est une loi, un texte de loi émanant d'un député ou d'un sénateur, d'un groupe de députés ou d'un groupe de sénateurs, régissant un domaine, un secteur, un projet ou une activité. Nous sommes dans une organisation juridique, nous sommes dans une proposition d'une politique publique. Est-ce que ça ne fait pas que nos députés
aurait dû avoir un certain parcours académique donné avant d'être député. Pour articuler la proposition de loi, il faut savoir déjà ce qu'est une loi, il faut savoir comment l'écrire, il faut savoir présenter cette loi. Qu'en est-il, quid, Jerry Tardieu, de la formation académique et des parlementaires haïtiens? Bon, puisque nous sommes dans Délivrez-vous, donc il faut parler du langage de la vérité et de la sincérité. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a un sérieux problème au niveau du Parlement quant à la préparation générale des parlementaires. Mais ceci entraîne un double problème, D'Angelo, beaucoup plus important que les gens ne se l'imaginent. Parce que, oui, il faut la compétence académique, il faut l'expérience d'un certain vécu, il faut la connaissance des dossiers pour pouvoir légiférer correctement. Mais en même temps aussi, cela ne garantit pas une éthique, une moralité à cette personne. Tandis que souvent dans des sections communales très reculées, il y a des leaders qui n'ont pas un grand bagage académique, qui n'ont pas un CV impressionnant, mais qui ont quand même des valeurs cardinales, qui ont une rectitude de vie, qui sont des leaders dédiés au service de la communauté. Et eux aussi, ils méritent de siéger au Parlement pour autant qu'ils puissent s'encadrer ou qu'elles puissent s'encadrer des bonnes compétences pour pouvoir légiférer. Donc il y a là un dilemme, sauf que ce dilemme, je l'ai vécu pendant la consultation nationale que j'ai faite dans toutes les provinces. Tout côté me passait, mon dit, député, ou travailler sur la réforme de la Constitution, tant pis, mettez balises, mettez conditions pour nous capable briver député ou sénateur. Parce que les gens qui peuvent représenter nous, nous avons besoin de bon niveau. Donc, il faut trouver le juste milieu où il nous faudra déterminer les balises, les contraintes et peut-être ce qui sera requis de nos parlementaires pour que la 51e, la 52e et la 53e puissent redorer le blason d'une institution tellement importante, mais aujourd'hui qui est au plus bas dans l'opinion publique parce qu'elle a perdu son prestige d'un temps. Nous sommes à Délivrez-vous. Nous allons restaurer le prestige de l'État, ne serait-ce que le temps de cette émission. Nous allons basculer ce pays dans la modernité pour faire un clin d'œil à Maniga. Je vous laisse respirer. Jerry Tardieu est en pleine forme. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Délivrez-vous. Délivrez-vous parce que ce pays peut exister dans la pensée, parce que ce pays sait penser. Délivrez-vous avec Jerry Tardieu aujourd'hui, parce que la politique, c'est une science noble qui se propose d'organiser la cité, de produire un bonheur pour un collectif. Il faut que nous soyons tous politisés. Parce que la politique propose une organisation de la cité économique, sociale, politique. Nous sommes dans un livre magnifique qui aborde tous ces aspects, qui a un titre qui peut plaire à beaucoup, qui peut peut-être déplaire aux anciens collègues de Jerry Tardieu. Nous sommes dans l'enfer du Parlement. Jerry Tardieu a fait des propositions de loi sur la police nationale d'Haïti, mais il m'est enterré. Proposition de loi sur le crédit bail qui est mise en veilleuse. Et il a beaucoup travaillé sur la réforme de la Constitution. La proposition de loi sur la PNH, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as proposé à la nation dans cette proposition de loi? La proposition de loi sur la police nationale, elle devait venir remplacer la loi d'octobre 1995. Une police nationale évolue avec le temps. Absolument. Elle évolue avec les circonstances. Elle évolue parallèlement aussi à l'évolution de la criminalité. Aujourd'hui, il y a la cybercriminalité qui n'existait pas en 1995. Absolument. Et ainsi de suite. Donc, il fallait toucher cette loi dans le sens de la modernisation des structures et surtout pour mettre en place, on va dire, des dispositions pour le bien-être des policiers.
Un policier qui assure la sécurité et la stabilité d'un pays est important pour ce pays. Il doit être mis, ou elle doit être mise, dans des conditions de produire exceptionnelles. Faut policier n'a pas de problème pour le manger, pour famille le manger. Il n'a pas de problème pour voir petit et docteur. Ce policier ne peut pas être en train de courir derrière un bandit et réfléchir à la stratégie qu'il devra employer pour rentrer avec 1000 ou 1500 gouttes chez lui le soir pour s'assurer que les enfants mangent. Non. Donc, il y avait une direction du bien-être des policiers qui devait leur garantir un minimum de protection sociale qui allait être un élément stimulateur pour que ces policiers et ces policières puissent de façon effective être plus performants. Absolument. Parce que là, on est sécurité ou pas qu'à sécurité. C'est un aspect social de ma proposition de loi qui aurait été fondamental, notamment dans ces circonstances actuelles où notre police nationale est en crise. On va le dire. Il y a des courants séparatistes, il y a des courants de dissidence, il y a un bras de fer entre beaucoup de policiers et la direction générale, il y a des gangs armés qui contrôlent certaines parties du pays et où on ne sent pas la police nationale. Nous estimons qu'il faudra que cette police, elle soit restructurée, réorganisée, réanimée, réentraînée et surtout qu'elle soit garantie de support de la population. À côté de tout cela, bien entendu, ça c'est l'aspect technique. Il faut l'aspect légal. Parce que le légal marche avec la technique. C'est très bien de rééquiper la police, c'est très bien de leur donner les moyens de protéger et de servir, mais ça doit se faire à l'intérieur d'un cadre juridique et d'une loi appropriée au temps que nous vivons. C'était le sens de ma proposition de loi. Et je tiens sur ces mots à saluer tous les policiers qui regardent religieusement Délivrez-vous. Je reçois tout le temps des remarques de différentes patrouilles de police qui me disent « Ah, Délivrez-vous, on a vu ta dernière émission. Oui. J'imagine qu'ils sont beaucoup les policiers à regarder cette émission et ils seront touchés par cette proposition de loi. Absolument. Mais les policiers qui regardent maintenant se disent « Pourquoi cette proposition de loi a été bloquée ?» Eh bien, pour les mêmes raisons que j'exprime dans ce livre. C'est parce que le porteur de cette proposition de loi, Jerry Tardieu, monsieur, pas de problème. Donc, puisqu'on me prête des ambitions électorales, tantôt je serai candidat au Sénat, tantôt je serai candidat à la présidence, donc il y a une opération barrée Jerry Tardieu. Donc on oublie le bien fondé de la proposition de loi et on en vient à me combattre sur un terrain qui, très franchement, est antipatriotique. Parce que, quel que soit, et ça aurait été des ambitions légitimes, quelles que soient les ambitions d'un député ou d'un sénateur, pour autant qu'ils viennent avec une proposition de loi qui peut bénéficier à la collectivité, il faut que je supporte. Et nos policiers et nos policières qui nous écoutent, il n'est que d'attendre. Parce que viendra un jour où nous aurons une proposition de loi pour encadrer leur travail, parce que c'est eux-mêmes qui ont Haïti en vie, et c'est une fonction, une profession qui est bien important. Absolument, c'est les garants de l'ordre public. C'est pas un policier payé à effondrer. Absolument. Donc je salue encore tous les policiers qui suivent cette émission. Maintenant, on va dans ton bilan, Jerry Tardieu. Tu as quand même pu faire certaines choses. Et tu parles des tractations qui ont amené le sénateur Privert au pouvoir. Il me semble qu'il y avait presque un jeu d'échecs assez compliqué. Il me semble qu'il y a eu des alliances, il y a eu... Madame Maniga est venue te voir, tu l'as dit dans le livre, en espérant être portée à la présidence. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est Privert qu'on a eu et pas Madame Maniga et pas Edgar Leblanc? Que s'est-il passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est que, si on fait un flashback, c'est que le président Martelly était en fin de mandat et n'avait pas la possibilité de passer l'écharpe présidentielle à un président légitimement élu. Donc il y avait un vide constitutionnel et il y avait un pouvoir sur place, co-dépositaire de la souveraineté nationale, le Parlement. Donc c'était au Parlement de trouver la formule. Donc la formule, c'était de mettre en place un gouvernement provisoire, un président provisoire pour assumer un intérimat et finaliser le processus électoral qui avait commencé en 2015. Eh bien, moi j'étais à la tête d'un bloc politique important de 34 députés, donc automatiquement, le vote de ce bloc comptait pour beaucoup. Donc j'étais très sollicité et très courtisé par toutes celles et ceux qui voulaient être président provisoire. Non, mais tu racontes que Michel Martelly t'a appelé un soir, il est resté avec toi près de 30 minutes au téléphone pour te dire il faut ne pas donner à Privert le pouvoir et tout. C'est un livre croustillant, quoi. On apprend des petites choses, quoi. C'est les chambres intérieures du pouvoir. Absolument. Cet appel de Martelly, c'était un petit peu à la veille de la dernière rencontre au Palais national qui allait aboutir à la signature de l'accord du 6 février. J'ai préféré ne pas y aller personnellement, même quand j'étais président du bloc. J'ai délégué cette tâche au député Franck Lotur, député de la vallée de Jacmel, qui s'en est très bien acquitté.
Donc, je pense que c'est cet accord qui nous a permis de faire la transition, d'avoir des élections libres, honnêtes et transparentes. Qu'on le veuille ou non, Jovenel Moïse a été réélu et il est président démocratiquement élu de ce pays. Maintenant, on va retourner un petit peu à ces détails croustillants dont tu parlais sur l'élection au deuxième degré, de Jocelyn Briver. Il y avait le sénateur Jocelyn Briver, la constitutionnaliste Myrlande Manigat, Desjans Bélisaire, ancien président de l'Assemblée nationale, un homme de bien que je respecte et que je salue, qui était candidat et bien entendu Edgar Leblanc. Donc, ces 4 personnalités, bien entendu, voulaient évaluer leur position, leur chance, et si elles devaient se présenter au Parlement. Briver avait un avantage. Il avait déjà 13 sénateurs acquis au niveau du Sénat. Et au niveau de la Chambre des députés, il avait quand même des courants de sympathie naturels. Donc, il était déjà très bien parti. Le sénateur Edgar Leblanc, qui était en face de lui, avait aussi de grandes chances, puisqu'il était, lui, soutenu par la majorité PHTK et qu'il avait eu quand même une trajectoire de vie intègre. C'était un grand parlementaire, un homme de bien. Donc, c'était une tranche d'histoire, je pense qu'avec le recul, nous apprendrons à apprécier. Parce que c'était une élection au second degré, avec véritablement 2 candidats qui avaient le niveau, les anciens sénateurs Briver et Edgar Leblanc. Et c'était un grand moment de la démocratie haïtienne. Et je suis très fier d'avoir non seulement participé et vécu ce moment, mais d'avoir été un acteur qui a aussi fait basculer les choses dans un sens ou dans l'autre. C'est aussi cela, servir, c'est contribuer à façonner l'histoire. C'est un petit peu dans la lignée de mes ancêtres. Et tu le disais un petit peu avant l'émission, moi je suis le petit-fils de Pierre Tardieu qui a été député de Courail-Pestel et qui a été un grand ami du président Estimé, dont il a lui-même aussi été un des fervents supporters dans une élection au second degré à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand Estimé a été président... Celle indirecte. Exactement. Donc c'était à la Chambre des députés qu'on élisait les présidents de la République. Tout ça que j'ai entendu dans mon enfance ont forgé mon caractère, mes envies, mes phobies. Et puis bon, en fait, je me suis retrouvé dans cet hémicycle à être très satisfait de pouvoir, moi, après mon grand-père, 50 ans après, jouer un rôle important dans la politique de mon pays. On t'a aussi vu sur d'autres terrains, Jerry Tardieu, lors de ton mandat. Et ton principe était de faire de la diplomatie parlementaire un levier d'action positive. Voici une notion qui est fort peu connue ici. Dès qu'on parle de diplomatie, on pense au ministère des Affaires étrangères. Mais là, la diplomatie parlementaire, c'est aussi une manière de procéder. Absolument. La diplomatie parlementaire, c'est tout simplement créer des liens internationaux avec des collègues d'autres parlements au fin d'en arriver à des objectifs positifs, concrets, pour la population que je représente, d'abord Pétionville, et aussi pour la nation en entier. C'est pour cela que j'ai accepté dès la première année d'être le président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement, tout simplement parce que mon vis-à-vis en France, le député Mathieu Anotin de Seine-Saint-Denis est un grand ami d'Haïti et il doit ses victoires électorales justement au support de la communauté haïtienne de France. Donc c'est sur la demande de la communauté haïtienne de France que je me suis rapproché de ce député et qu'ensemble nous avons décidé d'intégrer le groupe d'amitié et de travailler sur des projets porteurs. Et quand il est rentré en Haïti, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeunesse haïtienne. Je lui ai dit l'instruire, la préparer, la former. Et comment peut-on le faire? Je lui ai dit, mettons en place la bourse de l'amitié Haïti-France. Nous avons vu quelques institutions, nous avons eu l'accord du Quai d'Orsay, de l'ambassade de France en Haïti, de la Banque de la République d'Haïti qui a aussi participé. Nous avons mis en place cette bourse. Ce qui m'a fait plaisir d'Angelo Neya, c'est que j'ai passé 4 ans comme député et cette bourse est tellement appréciée de la société, de la communauté estudiantine, parce que nous envoyons chaque année plusieurs Haïtiens compléter leurs études en France. Et bien même quand je ne suis plus député, j'ai été invité à un cocktail à l'ambassade de France où l'ambassadeur lui-même m'a informé qu'il avait été décidé au niveau de l'Assemblée nationale française de garder ce programme vivant. C'est un programme intéressant qui permet à la jeunesse haïtienne d'avoir une formation académique avancée. Absolument. Et de revenir et servir la République. Absolument. Alors peut-être que comme il y a un public très jeune qui regarde Délivrez-vous, j'en profite pour leur dire, s'ils vont sur mon site www.jerrytardieu.com, ils peuvent télécharger un formulaire pour lequel ils peuvent appliquer pour cette bourse de l'amitié. Cependant, il faut d'abord qu'ils soient acceptés dans une université française. Ensuite,
Oui. ils s'organiseront Entamer pour les entamer les démarches. Donc voilà, moi, bien entendu, nous avons avec la France des contentieux historiques. Ouais. Je suis le premier à être très très fier de la bataille qu'ont menée nos ancêtres pour nous libérer du joug colonial, pour que pour que nous vivions libres. Mais je suis aussi de ceux qui estiment qu'il est important de jeter des ponts vers l'avenir. Ouais. Et ces ponts vers l'avenir, c'est un petit peu ce que nous avons fait avec la Bourse de l'amitié Haïti-France, parce que nous avons en mémoire, nous avons l'intérêt de la jeunesse, bien que nous ne voulons jamais récuser ou oublier notre passé. D'ailleurs, lorsque toi et moi, nous avons eu une petite discussion sur un lieu historique qui aurait pu être un site intéressant pour faire l'émission. On a jeté notre dévolu sur le Fort-Jacques, Fort-Jacques. qui a été construit de 1804 à 1806 sur l'initiative de Jean-Jacques Dessalines et sous les ordres de Pétion et Fort-Jacques, parce que c'est Jean-Jacques Dessalines. Ouais. Et il y a aussi le fort Alexandre, malheureusement, qui est totalement inachevé. 15 minutes à pied, totalement inachevé, mais aussi c'est ces deux forteresses qui se préparaient à recevoir l'assaut des troupes coloniales qui n'est jamais venu. Alors, quand je suis là, D'Angelo, je dois te dire que j'aime venir ici parce que souvent, je ne sais pas si c'est un côté artiste chez moi, mais souvent, quand je suis au haut du fort, j'essaie d'imaginer ce qu'était la vie de nos ancêtres il y a 200 ans, en attendant ou en espérant, en anticipant le coup des canons. Mais c'est aussi une vision de la chose publique. Dessalines était un véritable visionnaire. Gouverner, c'est vraiment prévoir. Absolument. Il préparait. Et c'était Absolument. intelligent de sa part de se dire peut-être que les Français vont revenir pour récupérer leurs intérêts. Absolument, le grand Jean-Jacques Dessalines. Mais c'est ce qu'il faut à ce pays, directeur Dunon, des hommes avec cette vision, avec cette capacité de faire des projections dans le temps. Absolument. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on parle souvent de Jean-Jacques Dessalines, qui est un modèle que j'utilise fréquemment. L'idéal dessalinien est magnifique. Il faut qu'on l'enseigne encore plus aux enfants. Mais je dis aussi qu'il ne faut pas oublier l'idéal christophien. Parce que Christophe, c'est la fierté, la dignité qu'il faut ressusciter en Haïti. Parce que nous avons perdu notre fierté et notre dignité de peuple. Très souvent, Christophe, c'est la discipline, c'est le travail, c'est la sécurité. C'est la foi dans l'école. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc c'est la formation. Donc c'est l'avenir. Et c'est le courage aussi. Et puisque nous sommes au pied de ce fort, c'est ma citation préférée de l'histoire d'Haïti, lorsque les troupes bonapartistes, avec à leur tête le général Leclerc, étaient dans la rade du Cap et menaçaient de rentrer le lendemain, on se rappelle de la fameuse réponse de Christophe. Si vous avez la force dont vous me menacez, je vous combattrai avec toute la résistance qui caractérise un général. Et si le sort des armes vous est favorable, vous ne rentrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et sur ces cendres, je vous combattrai encore. Donc ça, nous avons eu des... Ça, c'est une bravoure extraordinaire. Mais nous avons eu des hommes braves, des hommes courageux qui se sont battus pour que nous vivions libres. Nous avons un devoir de respecter ce travail, ces batailles, ce courage, cette vision. Et comme vous le dites si bien, D'Angelo Neya, les nouvelles générations ont la responsabilité d'aller puiser dans l'histoire et de trouver dans un idéal comme celui de Dessalines ou un idéal comme celui de Pétion une raison d'espérer. Le Parlement, tu as laissé cet enfer. Est-ce que tu es optimiste politiquement? Est-ce que tu penses que les prochaines législatures vont faire du Parlement ne serait-ce qu'une illusion d'optique de paradis? Oui, moi, là. Je suis optimiste de nature. Je pense qu'Haïti est à un carrefour difficile, mais important. Je suis sûr que de nos erreurs et des échecs et de la situation malencontreuse que nous vivons aujourd'hui. Car un constat très simple nous montre que nous vivons une crise électorale, institutionnelle, sociale, économique, sécuritaire, financière et même morale. Donc, tout est à refaire dans ce pays. L'autorité de l'État est à restaurer. La nation est à refonder. Et ce travail, ce sera celui des générations à venir. Je suis optimiste parce que quand je vais dans les universités, pour les ventes signatures et conférences de mes livres, j'écoute, j'entends et je reçois des messages réconfortants. C'est vrai
qu'en lieu et place d'un discours totalement fataliste, on entend de plus en plus des réflexions. Il faut que nous impliquions nous. Il faut que jeunesse a participé. Il faut aider Haïti. La politique n'est pas aussi sale qu'on le dit. Et finalement, j'espère qu'un jour, on aura, à la faveur probablement de prochaines élections, et tu as parlé des prochaines, je pense qu'elles seront certainement décisives. Je pense que s'il y a des plateformes politiques nouvelles qui offrent un discours nouveau, des profils nouveaux, des visages rassurants, une projection d'avenir optimiste et positive. Pas des plateformes qui vont aller dans le sens de l'attaque de X ou de Y, mais des plateformes qui vont plutôt proposer des projets, des initiatives, des ambitions, des politiques publiques qui peuvent changer le cours des choses. Je crois que ça peut faire échec et mat. Je crois que ça peut toucher, je dirais, la jeunesse haïtienne qui elle-même aussi aujourd'hui est totalement, je dirais, sensibilisée sur l'importance de participer aux prochaines élections. Même d'aujourd'hui, Jean-Angelo, sauf à voter, pas plein. Il faut que la jeunesse puisse utiliser son bulletin de vote pour favoriser l'accès au pouvoir de personnalités qui ont la verticalité, qui ont la crédibilité, qui ont la préparation et qui sont là pour les bonnes raisons. Ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour servir l'État. Merci, Jerry Tardieu. C'est à moi de te remercier. Merci beaucoup. Dans les conditions normales de température et de pression, je t'aurais serré la main. Mais la Covid-19 est toujours parmi nous. La Covid est toujours là. Protégez-vous. Établissez, si vous voulez, les principes, la distance sociale requise pour vous protéger et protéger vos amis, vos proches, surtout les personnes âgées ou qui ont de la comorbidité. Restez prudents et continuez à lire. Quand vous avez du temps, faites-vous plaisir. Chaque livre est une histoire d'amour. Ce livre de Jerry Tardieu est une grande histoire d'amour. Ça vous ouvre les chambres intérieures de la vie politique haïtienne. N'ayez pas peur de faire de la politique. Seule la politique peut basculer ce pays dans le progrès. Merci au staff technique de la télé qui m'a suivi jusqu'à Fort-Jacques. Ça fait des années que cette équipe me suit. Je remercie René qui fait le son, Gamin qui prend les prises de vue, Alphonse qui réalise, Émilie qui fait le maquillage. Je remercie, voilà, ma mémoire commence à flancher sur mes collaborateurs. C'est l'âge là, oui. Mais c'est une grosse équipe. Il y a quand même Guito qui fait un travail formidable, qu'il faut saluer. Il y a Emmanuel qui fait un travail formidable. Il faut citer ces noms. C'est grâce à ces gens-là que cette émission existe. Spencer qui fait des photos qui nous permettent d'exister sur les réseaux. Dominicain qui nous aide à organiser tout le plateau. C'est une grosse équipe qui est Délivrez-vous, la télévision Caraïbe, sans oublier Jimmy qui fait le montage de cette émission. Merci à vous de continuer à nous suivre. Continuez à charbonner votre intelligence. Faites fidélité au livre et vous allez gagner au bout du compte. Je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.